Nous emménageons vendredi, annonça mon frère par haut-parleur, sa voix désinvolte, comme s'il discutait de projets pour le week-end. Maman a déjà donné son accord. Je fixais mon téléphone portable, assise à mon bureau à Nashville où je gérais des campagnes marketing pour Velmark Automation. Les mots ne firent pas sens au début. Emménager où? De quoi tu parles, Tyler? Demandai-je, me forçant à rester calme, même si mon pouce accélérait déjà. Ta maison de plage. Maman a dit que tu l'utilisais à peine de toute façon. Et Jenna et moi avons besoin d'un endroit pendant qu'on cherche quelque chose de permanent. Elle nous a déjà donné le code de sécurité. Mon sang se glaça. Ma maison de plage. Celle pour laquelle j'avais économisé pendant des années. Celle dont j'avais finalisé l'achat il y a à peine 8 mois après d'innombrables sacrifices et des semaines de travail de 70 heures. Mon sanctuaire. Tyler, personne ne m'a consulté à ce sujet, dis-je, la voix tendue. Cette maison est à moi. J'en suis la propriétaire. Il rit. Il rit vraiment. Allez, Suzy. Ne sois pas comme ça. C'est juste temporaire. Maman a dit que tu comprendrais. La famille s'entraide, non? Je raccrochai sans un mot de plus, les mains tremblantes. J'attrapai immédiatement mon ordinateur portable et ouvris l'application de sécurité de la maison. J'avais installé un système d'alarme complet 3 mois plus tôt après une série de cambriolages dans le quartier. Les détecteurs de mouvement, les caméras, tout était à la pointe de la technologie. Je m'appelle Suzy et, à 29 ans, j'avais travaillé plus dur que la plupart des gens du double de mon âge pour en arriver là où j'étais. J'ai commencé dans le marketing juste après l'université, j'ai accepté tous les projets supplémentaires, j'ai travaillé jusqu'à avoir mal au visage à force de sourire, et j'ai économisé chaque centime que je pouvais. Il y a 5 ans, j'ai acheté mon premier bien locatif. Puis un autre, puis un autre. La maison de plage à Wilmington, en Caroline du Nord, était censée être pour moi. Pas un investissement, pas une location. Pour moi. Mon téléphone vibra. Maman. Suzy, ma chérie. Tyler m'a dit que tu étais contrariée, commença-t-elle avant même que je puisse dire bonjour. Je ne comprends pas pourquoi tu en fais toute une histoire. C'est ton frère. Il a besoin d'aide. Il a besoin de me le demander d'abord, dis-je, la mâchoire serrée. C'est ma maison, maman, pas la tienne pour la donner. Ne sois pas égoïste, lança-t-elle sèchement. Et le voilà. Ce ton qui m'avait suivi toute ma vie. Tu as tellement de choses et Tyler a des difficultés. Son bail se termine et ils ont besoin d'un endroit où loger. Tu n'y es presque jamais de toute façon. Ce n'était pas la question. La question était que personne n'avait demandé. Personne n'avait considéré que je voulais peut-être utiliser ma propre propriété, que j'avais peut-être des projets, que je méritais peut-être d'être consulté au sujet de ma propre maison. Maman, la réponse est non. Il ne peut pas emménager. Eh bien, il est trop tard maintenant. Je lui ai déjà donné le code et ils font leur carton en ce moment même. Tyler a dit qu'il serait là vendredi après-midi. Je fermai les yeux, essayant de calmer ma respiration. C'était un classique. Toute ma vie, Tyler avait été celui qui avait besoin d'être sauvé. Des entreprises qui ont échoué, des dettes de cartes de crédit, des changements d'emploi constants. Et à chaque fois, maman intervenait pour arranger les choses, généralement à mes dépens. Quand j'avais 16 ans, elle avait emprunté les $3000 que j'avais économisés avec mon travail à temps partiel pour aider Tyler à rembourser son prêt automobile. Il avait 21 ans et avait ruiné son crédit. Je n'ai jamais revu cet argent. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, elle m'a demandé de co-signer un bail d'appartement pour lui parce que son crédit était toujours terrible. J'ai refusé et elle ne m'a pas parlé pendant 2 mois. Maman, si Tyler se présente à cette maison, j'appelle la police. Tu n'oserais pas, dit-elle, sa voix devenant glaciale. C'est ton frère, Suzy. Ta propre chair et ton propre sang. Quel genre de personne menace sa famille avec la police? Le genre de personne qui en a assez de se faire marcher sur les pieds, dis-je, et je raccrochai. Je suis resté assise dans mon bureau, entouré de maquettes de campagne et de présentations de clients, sentant ce vieux nœud familier dans mon estomac, celui qui apparaissait chaque fois que ma famille décidait de ce que je devais faire de ma vie, de mon argent, de mon temps. Mais quelque chose semblait différent cette fois. C'était peut-être le fait que j'avais réellement accompli quelque chose de significatif.
C'était peut-être l'épuisement d'avoir toujours été la personne responsable, celle dont on attendait qu'elle se sacrifie. C'était peut-être simplement que j'avais enfin atteint ma limite. J'ouvris à nouveau mon application de sécurité et changeai tous les codes d'accès. Ensuite, j'activai le protocole d'alerte pour violation de propriété. Si quelqu'un essayait d'entrer sans autorisation, le système enregistrerait automatiquement une vidéo, déclencherait une alarme et enverrait des alertes à la fois sur mon téléphone et au poste de police local. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était Tyler. « C'est quoi ce bordel, Suzy ? Le code ne fonctionne pas. » « C'est parce que je l'ai changé. »« Pourquoi ferais-tu ça ? » ?»« Nous sommes déjà en route. Nous avons un camion de déménagement U-Haul plein de nos affaires. »« Alors vous devriez faire demi-tour. Je ne vous ai jamais donné la permission d'emménager dans ma maison. » Maman a dit que... Maman n'est pas la propriétaire de la maison, Tyler. C'est moi. Et je te dis non. Il y eut une longue pause. Quand il reprit la parole, sa voix avait une pointe d'agressivité. Tu es ridicule. Nous venons quand même. On verra bien en arrivant. L'appel se termina. Je fixai l'écran de mon téléphone, le cœur battant à tout rompre. Il venait quand même. Bien sûr qu'il venait, parce que dans ma famille, mes limites n'avaient jamais compté. Mes désirs n'avaient jamais compté. J'étais juste censé être reconnaissante d'aider, de donner, de m'accommoder. J'affichais les enregistrements de sécurité de la maison, vérifiant que tout fonctionnait correctement. Les caméras couvraient chaque entrée, les détecteurs de mouvement étaient actifs, l'alerte de police était configurée. Une partie de moi espérait qu'il reviendrait à la raison, que Tyler rappellerait pour s'excuser, que maman réaliserait qu'elle avait dépassé les bornes. Mais je savais que c'était illusoire. Ma collègue Janet frappa à la porte de mon bureau. « Et, ça va ? Tu as l'air stressé. » Je réussis à esquisser un faible sourire. Des histoires de famille. Ah, dit-elle d'un air entendu. N'en dis pas plus. Un café ? S'il te plaît. Alors qu'elle partait, je regardais de nouveau l'écran de mon ordinateur. Le tableau de bord du système de sécurité brillait d'indicateurs verts. Tout était armé et prêt. J'avais travaillé trop dur, sacrifié trop de choses pour laisser quiconque, même ma famille, prendre ce qui m'appartenait. Mais j'avais un pressentiment, un murmure d'avertissement que les choses allaient empirer avant de s'améliorer. Le reste du mercredi s'écoula lentement. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Je ne pouvais pas m'empêcher de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. Tyler ne rappela pas maman non plus. Le silence était de mauvais augure, comme le calme avant une catastrophe. Le jeudi matin, je n'avais toujours pas de nouvelles. J'ai essayé d'appeler Tyler, mais il n'a pas répondu. Pareil pour maman. Il me mettait à l'écart, espérant probablement que je céderais sous la pression d'être la méchante. C'était une vieille tactique, qu'ils avaient utilisée avec succès pendant des années. Quand j'avais 23 ans, fraîchement sorti de l'université et joignant à peine les deux bouts, maman m'avait appelé en pleurant. Tyler s'était fait renvoyer d'un autre travail et ne pouvait pas payer son loyer. Pourrais-je l'aider, juste cette fois ? Je lui avais donné $800 dont j'avais désespérément besoin pour mes propres factures. J'ai mangé des nouilles instantanées pendant 6 semaines et j'ai pris du travail en freelance supplémentaire pour compenser. Tyler ne m'a jamais remercié. Il n'a même jamais reconnu que c'était arrivé. Le schéma s'est répété encore et encore. L'argent de mon diplôme a servi pour la caution de Tyler. Mon petit héritage de notre grand-mère a servi à payer les dettes de carte de crédit de Tyler, qu'il avait juré de rembourser. Il ne l'a jamais fait. Et quand j'ai finalement commencé à fixer des limites, je suis devenu l'égoïste. La sœur sans cœur qui ne se souciait pas de sa famille. Jeudi après-midi, mon téléphone sonna enfin. Numéro inconnu. Allô ? Est-ce bien Suzy ? Une voix de femme, inconnue. Oui. Qui est à l'appareil ? C'est Jenna, la petite amie de Tyler. J'avais rencontré Jenna 2 fois, peut-être 3 fois au cours de la dernière année. Elle semblait assez gentille, mais je ne la connaissais pas vraiment. Nous n'avions jamais eu de vraie conversation au-delà des banalités lors des dîners de famille. Salut, Jenna. Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, je dois te parler de cette histoire de maison. Sa voix était tendue, nerveuse. Tyler m'a raconté ce qui se passait,
et je veux juste que tu saches que je ne savais pas qu'il ne t'avait pas demandé d'abord. Je me redressai. Tu ne savais pas? Non. Il m'a dit que tu nous avais proposé l'endroit pendant que nous cherchions un appartement. Il a dit que tu étais heureuse d'aider. Elle fit une pause. Mais ensuite, il a mentionné que le code ne fonctionnait pas. Et quand je l'ai pressé de questions à ce sujet, il a finalement admis que tu n'avais jamais vraiment accepté tout ça. Un soulagement m'envahit, rapidement suivi de colère. Bien sûr que Tyler avait menti. Bien sûr qu'il avait manipulé la situation pour se donner le beau rôle. Jenna, j'apprécie que tu appelles, dis-je prudemment. Mais oui, personne ne m'a demandé. Je l'ai découvert quand Tyler a appelé et m'a dit qu'ils emménageaient. Je suis tellement désolé, dit-elle, et elle semblait sincèrement affligée. Je lui ai dit que nous devrions juste trouver autre chose, mais il insiste pour qu'on aille jusqu'au bout quand même. Il dit que tu surréagis et que tu finiras par changer d'avis une fois que nous serons réellement là. Ma tension artérielle monta en flèche. Ça n'arrivera pas. Je sais. Je comprends. C'est ta maison. Elle hésita. Mais il ne reculera pas. Il a dit à tout le monde que tu étais égoïste et ta mère le soutient. Il prévoit déjà de se présenter demain. S'il se présente, la police sera appelée automatiquement, dis-je d'un ton sec. J'ai un système de sécurité avec des alertes pour violation de propriété. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Sérieusement? Sérieusement. Ouah. Elle laissa échapper un souffle. D'accord, je vais essayer de le dissuader. Mais Suzy, tu devrais savoir qu'il est vraiment en colère. Il dit des choses sur le fait que tu as toujours pensé que tu valais mieux que lui. Comment tu étales ta réussite pendant qu'il galère? Je ris amèrement. J'ai travaillé pour ce que j'ai. Il a eu tout autant d'opportunités. Je sais, dit Jenna doucement. Écoute, je dois y aller, mais je voulais te prévenir. Je ne pense pas que ça va bien se terminer. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté dans ma voiture sur le parking de mon immeuble, à regarder dans le vide. Toute la situation était absurde. Je ne devrais pas avoir à défendre mon droit à ma propre propriété. Je ne devrais pas avoir à justifier le fait de vouloir qu'on me demande avant que ma famille ne donne accès à quelque chose que je possède. Mais c'est ça, la dynamique familiale. La logique n'a pas d'importance. L'équité n'a pas d'importance. Tout est une question de rôle, et mon rôle avait toujours été celui de la personne responsable qui donnait, donnait et donnait. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de vérifier l'application de sécurité, m'attendant à moitié à voir la voiture de Tyler arriver dans l'allée au milieu de la nuit, mais la maison restait vide et calme. Le vendredi matin arriva avec un ciel gris et de la bruine. Je me suis déclaré malade au travail, ce que je faisais rarement, et j'ai passé la matinée à faire les 100 pas dans mon appartement. Mon téléphone resta silencieux. Pas d'appel de Tyler, pas de texto de maman, rien. À 11 heures, mon téléphone explosa de notifications. Le système de sécurité avait été déclenché. J'attrapai mon ordinateur portable et affichai le flux en direct. Mon estomac se noua. Le camion de Tyler était dans l'allée. Et il n'était pas seul. Maman était là aussi, avec Jenna et ce qui semblait être deux autres personnes que je ne reconnaissais pas. Ils déchargeaient des cartons d'une remorque Hull. L'alarme hurlait. Je pouvais le voir sur la vidéo, voir maman se boucher les oreilles et Tyler crier quelque chose dans son téléphone. Le message automatisé tournait en boucle, avertissement. Entrée non autorisée détectée. La police a été prévenue. Mon téléphone sonna. Tyler, éteins l'alarme, cria-t-il par-dessus le bruit. Non, Suzy. C'est de la folie. Nous sommes une famille. Vous violez ma propriété, Tyler. Je t'avais dit de ne pas venir. Maman nous a donné la permission. Maman n'est pas la propriétaire de la maison. Je tremblais maintenant, l'adrénaline inondant mon système. C'est moi, et je t'ai dit non. La vidéo montrait maman essayant la porte d'entrée, mais elle était verrouillée. Ils avaient pensé que changer le code du clavier suffirait. Mais j'avais aussi engagé les peines dormant à distance. Personne n'entrerait sans casser une fenêtre, et je savais qu'il n'irait pas jusque-là ou peut-être que si. Laisse-nous juste entrer et on pourra en parler comme des adultes, dit Tyler, sa voix prenant ce ton condescendant qu'il utilisait toujours quand il pensait être raisonnable. Il n'y a rien à discuter.
partez ou attendez la police. C'est votre choix. Je regardais sur la caméra Tyler relayer cela au groupe. Le visage de maman devint rouge. Elle marcha jusqu'à la porte d'entrée et se mit à la marteler de son poing, criant quelque chose que je ne pouvais pas entendre par-dessus l'alarme. Puis je le vis. Tyler avait ramassé quelque chose par terre. Une pierre. Il la soupesait dans sa main, en regardant la fenêtre. « Tyler, ne fais pas ça », dis-je dans le téléphone, ma voix d'un calme mortel. « Si tu casses cette fenêtre, ce n'est plus seulement une violation de propriété. C'est une effraction. C'est un crime. » « Tu es dramatique, dit-il, mais il posa la pierre. Le son des sirènes perça le bruit de l'alarme. La police arrivait à la maison. L'heure qui suivit fut un chaos vu à travers l'objectif d'une caméra. Je regardais 2 policiers s'approcher du groupe. Maman se lança immédiatement dans ce que je ne pouvais que supposer être sa version des faits, gesticulant sauvagement en direction de la maison. Tyler se tenait les bras croisés, l'air défiant. Jenna restait en retrait, l'air misérable. Un des policiers passa un appel téléphonique. Quelques minutes plus tard, mon téléphone sonna. « Bonjour, ici l'agent Davison de la police de Wilmington. Est-ce que je parle à Suzy ? » « Oui, c'est moi. »« Madame, je suis à votre propriété sur Ocean View Drive. Pouvez-vous confirmer que vous êtes la propriétaire et que ces individus n'ont pas la permission d'être ici ? » Je lui expliquai tout, la chronologie, les appels téléphoniques, le fait que je leur avais explicitement dit de ne pas venir. Il écouta patiemment, posant occasionnellement des questions de clarification. « Compris, dit-il finalement. Les individus ici présents disent qu'ils ont une permission implicite en raison d'une relation familiale et que votre mère leur a dit qu'ils pouvaient rester ici. Ma mère n'a pas l'autorité de donner cette permission, dis-je fermement. Je suis la seule propriétaire. J'ai l'acte de propriété. Je peux vous l'envoyer tout de suite si vous avez besoin de preuves. Ce ne sera pas nécessaire. Je peux vérifier la propriété via les registres du comté. Il y eut une pause. Madame, souhaitez-vous porter plainte pour violation de propriété ? Mon cœur battait la chamade. C'était le point de non-retour. Si je disais oui, il n'y aurait pas de retour en arrière. Ma famille ne me le pardonnerait jamais. Je serais coupé d'eux, étiqueté comme la méchante, celle qui avait choisi la propriété plutôt que la famille. Mais si je disais non, cela se reproduirait encore et encore. Oui, dis-je, ma voix stable malgré le tremblement de mes mains. Je veux porter plainte contre tous. À travers la caméra, je regardais l'agent Davison relayer cette information. Le visage de maman passa du rouge au blanc. Tyler se mit à crier, pointant du doigt la caméra montée sous l'avant-toit. Il venait de réaliser que je regardais tout. L'autre policier prenait des dépositions, écrivant dans un calepin. L'une des personnes que je ne reconnaissais pas, un ami de Tyler apparemment, se mit à se disputer avec la police. Cela ne se passa pas bien pour lui. En quelques minutes, on lui demanda de quitter la propriété sous peine de recevoir sa propre contravention. Maman s'approcha de la caméra et la fixa directement. « Suzy, dit-elle, sa voix se transmettant clairement par l'audio. Si tu fais ça, tu es morte pour moi. Tu m'entends ? Tu n'es plus ma fille. » Les mots auraient dû me blesser. Peut-être qu'une partie de moi voulait qu'il me blesse, mais au lieu de cela, je me sentis juste fatigué. Tellement incroyablement fatigué de ce cycle. Elle fait son choix, ajouta Tyler, venant se tenir à côté de maman. Qu'elle vive avec. L'agent Davison leur expliquait quelque chose, leur tendant ce qui ressemblait à des contraventions. Je ne pouvais pas entendre les détails, mais je pouvais voir la fureur sur le visage de Tyler alors qu'il arrachait le papier. Maman refusa de prendre la sienne au début, croisant les bras comme une enfant boudeuse. Finalement, le policier la tendit simplement à Tyler pour qu'il la lui donne. Le groupe entier commença à tout recharger dans le hall. Cela prit presque 1 heure. J'ai regardé chaque minute, m'assurant qu'ils n'endommageaient rien par dépit. Ils ne le firent pas. Ils travaillèrent simplement dans un silence de colère, lançant occasionnellement des regards à la caméra. Quand ils partirent enfin, la propriété avait exactement le même aspect qu'avant leur arrivée. Sauf que maintenant, il y avait des rapports de police, des dossiers officiels, des preuves de ce qui s'était passé. Mon téléphone sonna immédiatement. Numéro inconnu. J'hésitais à répondre, mais la curiosité l'emporta.
Tu l'as vraiment fait. C'était Jenna, la voix vide. Tu as vraiment porté plainte contre ta propre famille. Ils ont commis un crime, dis-je doucement. Je leur ai donné toutes les chances de faire demi-tour. Tyler dit qu'il va te poursuivre en justice. Que tu as plein de place et que tu es juste vindicative. Il peut essayer. Le droit de la propriété est assez clair. Ta mère est hystérique. Elle dit que tu lui as brisé le cœur. Qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle a élevé quelqu'un d'aussi froid. Chaque mot était conçu pour me faire sentir coupable, pour me faire douter de moi-même. Et ça marchait, du moins un peu. Ma poitrine se serra. Ma gorge me brûlait de larmes non versées. Jenna, pourquoi m'appelles-tu, demandai-je. Parce que je voulais que tu saches ce que tu leur as fait. Ce que ça va coûter. Et ce qu'ils m'ont fait à moi, répliquai-je. Est-ce que quelqu'un s'est arrêté pour y penser? Est-ce que quelqu'un s'est soucié du fait qu'ils me volaient? Ce n'est pas du vol quand c'est la famille. Si, ça l'est, dis-je fermement. C'est exactement ce que c'est. Elle raccrocha. Je suis resté assise sur mon canapé à regarder l'écran de mon ordinateur portable montrant l'allée vide. L'alarme avait été réduite au silence. La propriété était sécurisée. Tout était revenu à la normale, sauf que plus rien ne serait jamais normal. Mon téléphone vibra avec un texto. C'était d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais le message indiquait clairement de qui il venait. Tu regretteras ça. La famille n'oublie pas. Puis un autre texto, cette fois avec une photo. C'était une capture d'écran d'un réseau social. Tyler avait publié une longue diatribe sur sa sœur sans cœur qui avait appelé la police sur sa propre famille pour avoir essayé de loger dans sa maison de plage vacante. La publication était déjà pleine de commentaires de parents et d'amis de la famille. La plupart d'entre eux me condamnaient. Je n'arrive pas à croire que Suzy ferait ça. La famille devrait passer en premier. Elle a tellement de choses et ne veut rien partager. Tyler est un si bon gars. Il ne mérite pas ce traitement. Une seule personne m'avait défendu. Ma cousine Maya, qui avait commenté, il y a deux côtés à chaque histoire. Demandez peut-être pourquoi c'est arrivé avant de juger. Elle fut immédiatement attaquée dans les réponses. Je fermai l'application et posai mon téléphone face contre la table basse. Mes mains tremblaient. C'était exactement ce que je savais qui allait arriver. J'étais crucifié au tribunal de l'opinion familiale. Peinte comme la méchante alors que tout ce que j'avais fait était de protéger ce qui m'appartenait. Mais sous la peur et la culpabilité, quelque chose d'autre s'agitait. Quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. J'avais dit non. J'avais maintenu ma limite. Et le monde ne s'était pas écroulé. C'était devenu désordonné, inconfortable et douloureux, oui, mais je l'avais fait. J'ouvris mon application de sécurité une dernière fois, vérifiant que tout était bien verrouillé. Puis j'activai le mode vacances, qui m'enverrait des alertes pour toute activité, même pour des animaux traversant la cour. Parce que je savais que ce n'était pas fini. Tyler n'était pas du genre à laisser tomber. Et maman elle verrait cela comme une trahison qui devait être punie. Mais j'avais quelque chose qu'il n'avait pas. J'avais de la documentation, des enregistrements de sécurité, des rapports de police, des titres de propriété avec mon nom dessus et personne d'autre. Et j'avais enfin trouvé le courage de cesser de m'immoler par le feu pour les garder au chaud. Quoi qu'il arrive ensuite, je y ferai face. Parce que pour la première fois de ma vie, je m'étais choisi, même si cela me coûtait tout. Le week-end passa dans un flou d'anxiété et de colère. J'ai gardé mon téléphone en mode silencieux, mais je ne pouvais pas m'empêcher de le vérifier compulsivement. Les messages s'accumulaient. Des tantes et des oncles dont je n'avais pas entendu parler depuis des années avaient soudainement des opinions sur mon caractère. Des cousins donnaient leur avis. Même le frère de mon père, à qui j'avais peut-être parlé 3 fois dans toute ma vie, m'a envoyé un long texto sur la loyauté familiale et le pardon. Pas un seul d'entre eux n'a demandé ma version de l'histoire. Le lundi matin, j'avais plus de 60 messages non lus et 15 messages vocaux. Je les ai tous supprimés sans les écouter ni les lire. Je ne pouvais pas fonctionner si je laissais leurs mots entrer dans ma tête. Le travail était une distraction bienvenue. Je me suis jeté à corps perdu dans une campagne de lancement de produits pour Velmark Automation, passant 12 heures au bureau, peaufinant les textes et coordonnant avec l'équipe de conception. Janet a remarqué mon intensité,
mais a eu la délicatesse de ne pas commenter au-delà de me proposer d'aller me chercher à dîner au restaurant thaïlandais du coin. Tu te tues au travail, dit-elle en déposant un pad thaï sur mon bureau à 20h. Quoi qu'il se passe, fuir ne t'aidera pas. Je ne fuis pas, dis-je, même si nous savions toutes les deux que c'était exactement ce que je faisais. Je suis juste concentré. Elle me lança un regard, mais n'insista pas. Le mardi apporta un nouveau développement. J'ai reçu un courriel d'un avocat, pas celui de Tyler, celui de maman. L'objet était, litige immobilier et diffamation. Mon estomac se noua en l'ouvrant. Le courriel était formulé de manière professionnelle, mais le sens était clair. Maman affirmait que j'avais accepté verbalement de laisser Tyler séjourner dans la maison de plage, qu'elle avait agi de bonne foi en tant que témoin de cet accord, et que non seulement j'étais revenu sur ma parole, mais que j'avais déposé de fausses déclarations à la police et nui à sa réputation en insinuant qu'elle était complice d'un crime. Elle menaçait de me poursuivre en justice pour diffamation et détresse émotionnelle. Le montant qu'elle réclamait, 75 000 $. J'ai lu le courriel 3 fois, ma vision se brouillant de rage et d'incrédulité. Elle faisait vraiment ça. Elle essayait de me punir par le système judiciaire pour avoir osé dire non. J'ai transféré le courriel à ma propre avocate, une femme vive d'esprit nommée Patricia, qui m'avait aidé avec mes investissements immobiliers. Moins d'une heure plus tard, elle m'a appelé. C'est n'importe quoi, dit Patricia sans détour. Du grand n'importe quoi. Elle n'a aucune chance. Vous avez des enregistrements de sécurité, des relevés téléphoniques, des messages textes documentant que vous n'avez jamais donné la permission. C'est une poursuite bâillon. Une poursuite stratégique contre la mobilisation publique. Elle essaie de vous intimider pour vous faire reculer. Peut-elle vraiment m'emmener au tribunal pour ça? Elle peut déposer ce qu'elle veut. Ça ne veut pas dire qu'un juge le laissera procéder. Mais Suzy, je veux que vous compreniez quelque chose. Même une poursuite fût-il coûte de l'argent à défendre. Elle parie peut-être que vous accepterez un règlement juste pour en finir. Je fermai les yeux, pressant mes doigts contre mes tempes où une migraine commençait à se former. Combien cela coûterait-il de se battre? Si ça va même jusqu'au tribunal, ça pourrait être entre 10 000 et 30 000 $ en frais juridiques, selon l'agressivité dont elle veut faire preuve. Le chiffre me frappa comme un coup de poing. 30 000 $ pour me défendre contre une poursuite sans fondement intentée par ma propre mère. Envoyez-lui une réponse, dis-je doucement. Faites clairement savoir que nous avons de la documentation, que ces affirmations sont fausses, et que si elle poursuit, nous la contre-attaquerons pour les frais juridiques et le harcèlement. Vous êtes sûr? C'est une escalade. Elle a commencé l'escalade au moment où elle a déposé plainte. Je ne fais que me défendre. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon bureau, la porte fermée, retenant mes larmes. C'était censé être fini. Ils étaient censés accepter la limite et passer à autre chose, mais au lieu de cela, ils redoublaient d'efforts, essayant de me forcer à obéir par la peur et la pression financière. Mon téléphone vibra. Tyler. Tu as aussi fait poursuivre maman maintenant? As-tu la moindre idée de ce que coûtent les frais d'avocat? Je fixai le texto, la fureur montant en moi. L'audace absolue de faire comme si j'étais l'agresseur alors qu'ils avaient littéralement essayé de voler ma maison. Je tapai une réponse. Je n'ai fait poursuivre personne. Maman a intenté une poursuite futile contre moi. Dis-lui d'abandonner ou mon avocate rendra les choses très coûteuses pour elle. Sa réponse arriva quelques secondes plus tard. Tu es pathétique. Menacer ta propre mère. Je bloquai son numéro. Puis je bloquai le numéro de maman. Puis j'ai parcouru et bloqué chaque membre de la famille qui m'avait envoyé un message haineux au cours des derniers jours. Quand j'eus fini, ma liste de contacts semblait décimée. Janet frappa à la porte de mon bureau. « Eh, il y a quelqu'un ici pour te voir. » Elle dit que c'est ta cousine. Mon cœur se serra. « Maya? » Oui, c'est elle. Je dois lui dire que tu es occupée? J'y ai pensé. Maya avait été la seule à me défendre en ligne. Mais cela ne voulait pas dire que je voulais tout ressasser en personne. Pourtant, elle avait fait tout le chemin jusqu'à Nashville d'où qu'elle vive maintenant. Je lui devais au moins une conversation. Non, c'est bon. Fais-la entrer. Maya était différente de ce dont je me souvenais. Elle avait les cheveux courts et teints d'un rouge vif.
Elle portait une veste en cuir sur un t-shirt de groupe vintage et avait un air de confiance que je ne lui connaissais pas dans notre enfance. « Salut, Suzy, dit-elle, sa voix douce. J'espère que ça ne te dérange pas que je me sois présenté à l'improviste. J'ai essayé d'appeler, mais je suis tombé directement sur la messagerie vocale. J'ai bloqué des gens, admis-je. Désolé. Entre. Assieds-toi. » Elle ferma la porte derrière elle et s'installa dans le fauteuil en face de mon bureau. Pendant un instant, nous nous sommes juste regardés. « Tu te fais crucifier dans la discussion de groupe de la famille, dit-elle finalement. C'est brutal. Ils parlent de toi comme si tu étais une sorte de monstre. Je sais. Tu veux savoir ce qu'ils disent? Pas particulièrement. Elle hocha lentement la tête. C'est probablement plus sage. Mais je voulais que tu saches que je ne crois pas à leur version des faits. Je connais Tyler. Je connais ta mère. Et je sais comment il fonctionne. Quelque chose dans ma poitrine se desserra légèrement. Merci. Tyler m'a fait la même chose il y a 3 ans, poursuivit Maya. Pas avec une maison, mais avec ma voiture. Il l'a empruntée pour juste une journée et l'a gardée pendant 6 semaines. Il a accumulé 3 contraventions de stationnement et me l'a rendue avec le réservoir vide et une bosse dans le pare-choc. Quand je lui ai demandé de payer les dégâts, il a dit à tout le monde que j'étais déraisonnable et qu'il n'arrivait pas à croire que je priorisais l'argent sur la famille. Je la fixais. Je ne savais pas ça. Personne ne le sait parce que je n'ai pas insisté. J'ai juste réparé la voiture moi-même et j'ai arrêté de lui prêter quoi que ce soit. Mais je l'ai regretté depuis. J'aurais dû lui tenir tête. À eux tous. Elle se pencha en avant. Tu as fait ce qu'il fallait, Suzy. Je sais que ça n'en a pas l'air en ce moment, mais c'est vrai. Les larmes me piquèrent les yeux. Je les repoussai. Maman me poursuit en justice. Tu le savais? Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Quoi? Pourquoi? Diffamation. Détresse émotionnelle. Complètement absurde selon mon avocate. Mais ça va quand même coûter de l'argent de se battre. Bien sûr que ça va coûter. Maya secoua la tête avec dégoût. C'est exactement le genre de coup bas et vindicatif qu'elle ferait. Elle ne peut pas te contrôler, alors elle essaie de te punir. Ça marche, dis-je doucement. J'ai l'impression d'être la pire personne au monde. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que tu te sentes si coupable que tu cèdes, que tu t'excuses et que tu redeviennes leur paillasson. Elle tendit la main par-dessus le bureau et serra la mienne. Ne leur donne pas cette satisfaction. Nous avons parlé pendant une autre heure. Maya m'a mise au courant d'autres dynamiques familiales que je ne connaissais pas. Tyler empruntant de l'argent à notre grand-mère avant sa mort et ne le remboursant jamais. Maman culpabilisant notre oncle pour qu'il lui donne sa vieille voiture pour Tyler quand il a eu 16 ans. La façon dont ils avaient systématiquement isolé quiconque ne se conformait pas à leur version des faits. Au moment où elle est partie, je me sentais moins seul. Mais je ressentais aussi autre chose. De la colère. Pas la colère chaude et immédiate de vendredi. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Il voulait jouer dur. Très bien. Je pouvais jouer dur aussi. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout documenter. Chaque cas d'abus financier dont je pouvais me souvenir, chaque culpabilisation, chaque manipulation. J'ai parcouru de vieux messages textes, des courriels, des relevés bancaires. J'ai tout compilé dans une chronologie détaillée qui remontait à près de 10 ans. Le tableau qu'elle brossait était accablant. Au cours de la dernière décennie, j'avais donné à ma famille plus de 42 000 $, pas des prêts, des cadeaux, parce que Tyler avait besoin d'aide, parce que maman était stressée par les factures, parce qu'ils étaient une famille et que la famille s'entraidait. Pendant cette même période, Tyler avait emprunté ma voiture et l'avait rendue endommagée 3 fois. Il avait utilisé ma carte de crédit sans permission pour acheter des billets de concert. Il m'avait demandé de co-signer des prêts que j'avais refusés, ce qui avait entraîné des mois de silence radio. Et maman avait constamment pris le parti de Tyler dans chaque conflit. Quand j'exprimais ma frustration d'être toujours celle à qui on demandait de l'aide, elle me disait que j'étais égoïste. Quand je fixais des limites sur l'argent, elle disait que j'étais avide. Quand j'ai finalement acheté ma maison de plage, elle a fait des commentaires sur le fait que j'y étalais ma réussite pendant que Tyler galérait. J'avais normalisé tout cela,
me convainquant que c'était juste comme ça que les familles fonctionnaient, que mon ressentiment était mesquin, et que je devrais être reconnaissante d'avoir les moyens d'aider. En voyant tout cela exposé en noir sur blanc, j'ai réalisé quelque chose de crucial. Ce n'était pas de l'amour. C'était de l'exploitation. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. 5 minutes plus tard, il sonna de nouveau, même numéro. Je l'ai bloqué. Puis mon téléphone professionnel sonna. Comment avait-il obtenu ce numéro? J'ai répondu. Allô? Suzy, c'est ta tante Caroline. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'aurais dû raccrocher. Au lieu de cela, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux te parler de ce qui se passe avec ta mère et Tyler. Ma chérie, je sais que tu es contrariée, mais ça a été trop loin. Ta mère est hors d'elle. Elle prend des médicaments pour sa tension artérielle à cause du stress. Alors peut-être qu'elle n'aurait pas dû intenter une fausse poursuite contre moi. Elle essaie juste de protéger Tyler. Il a vraiment du mal en ce moment, Suzy. Lui et Jenna ont rompu à cause de toute cette histoire. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un dont la famille était si dysfonctionnelle. Tant mieux pour Jenna, pensais-je, mais je ne le dis pas, ce n'est pas mon problème, dis-je à la place. Tyler a fait ses choix. Mais ta famille, tu es censé pardonner. Tu es censé vous entraider dans les moments difficiles. J'ai fini d'aider les gens qui ne font que prendre et ne jamais rendre. J'ai fini de m'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Et j'en ai particulièrement assez qu'on me culpabilise d'avoir des limites. Il y eut une longue pause. Quand tante Caroline reprit la parole, sa voix était plus froide. Ta mère avait raison à ton sujet. Tu as changé. Tu es devenu dur, cruel, même. Si me protéger me rend cruel, alors je suppose que je suis cruel. Tu vas regretter ça, dit-elle. Quand tu seras vieille et seule parce que tu auras repoussé tout le monde. Tu souhaiteras avoir été plus gentil avec les gens qui t'aimaient. Les gens qui m'aimaient n'auraient pas essayé de me voler, dis-je, et je raccrochai. Mes mains tremblaient. J'ai pris un verre d'eau et les bu d'un trait, essayant de calmer la montée d'adrénaline. La manipulation était si évidente quand on savait quoi chercher. La culpabilité, les menaces de solitude, le recadrage de l'abus en amour. Mais je ne tombais plus dans le panneau. Le mercredi matin, j'ai reçu un courriel de Patricia. Maman avait répondu à notre lettre avec une position encore plus agressive, affirmant maintenant que je devais une compensation à Tyler pour le traumatisme émotionnel d'avoir été arrêté. Il augmentait le montant de leur poursuite à 100 000 $. Ça devient ridicule, écrivit Patricia. Je recommande que nous déposions une requête en irrecevabilité et une contre-poursuite pour harcèlement et frais juridiques, mais je dois être sûr que vous voulez emprunter cette voie. Ça va devenir moche. Je répondis, faites-le. Tout. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de la police de Wilmington. L'agence est identifiée comme étant le détective Reeves. Mademoiselle Suzy, je vous appelle concernant l'incident de violation de propriété de vendredi dernier. Il y a un développement dont je dois vous informer. Mon pouce accéléra. Quel genre de développement? Votre frère a déposé une plainte alléguant que vous l'avez agressé verbalement lors d'un appel téléphonique et que vous avez proféré des menaces contre sa sécurité. Il prétend avoir des témoins qui ont entendu la conversation. Je m'assis lourdement. C'est complètement faux. J'ai des enregistrements de nos conversations. Je ne l'ai jamais menacé. Vous avez des enregistrements? Oui. J'ai commencé à enregistrer toutes les interactions avec ma famille après qu'ils soient devenus hostiles. Est-ce légal dans le Tennessee? Oui. Vous n'avez besoin que du consentement d'une seule partie. Avez-vous toujours ces enregistrements? Absolument tous. Je vais avoir besoin que vous me les envoyiez. Votre frère essaie de monter un dossier selon lequel vous êtes l'agresseur et que lui et votre mère sont les victimes. Ces enregistrements pourraient être cruciaux. Je lui ai tout envoyé, chaque appel téléphonique, chaque message vocal, chaque fil de message texte avant que je ne les bloque. Moins de 2 heures plus tard, le détective Reeves rappela. Mademoiselle Suzy, sur la base des preuves que vous avez fournies, la plainte de votre frère a été rejetée. En fait, les enregistrements montrent de multiples cas de harcèlement et d'intimidation de la part de votre frère et de votre mère. Souhaitez-vous déposer des plaintes supplémentaires?
J'y ai pensé. La chose intelligente à faire serait d'en rajouter, de les faire face aux conséquences de leur comportement. Mais j'étais épuisé. Je voulais juste que ça se termine. Pas pour le moment, dis-je. Mais je veux qu'il soit documenté qu'ils ont fait de fausses déclarations contre moi. C'est déjà fait. Et mademoiselle Suzy, vous devriez peut-être envisager une ordonnance restrictive. Ce schéma de comportement suggère une escalade. Après la fin de l'appel, je suis resté assise dans mon bureau à ne rien regarder. Une ordonnance restrictive contre ma propre mère et mon frère. Cela semblait impossible, comme quelque chose de la vie de quelqu'un d'autre, pas la mienne. Mais c'était peut-être ça, le point. Ma vie avait peut-être été impossible depuis longtemps, et je n'avais simplement pas voulu le voir. Mon téléphone professionnel sonna. Le poste de Janet. Suzy, il y a quelqu'un de la direction ici. Ils veulent te parler dans la salle de conférence. Mon estomac se noie. La direction? Nous étions un petit bureau régional. La direction ne venait jamais ici. Je me dirigeais vers la salle de conférence les jambes tremblantes. À l'intérieur se trouvait un homme en costume coûteux que je ne reconnaissais pas. Et Mélanie, notre directrice régionale. Suzy, veuillez vous asseoir, dit Mélanie, son visage soigneusement neutre. L'homme se présenta comme étant Gérald des ressources humaines. Mademoiselle Suzy, nous avons reçu des communications préoccupantes concernant votre conduite, en particulier des allégations selon lesquelles vous auriez utilisé à mauvais escient les ressources de l'entreprise et vous seriez livré à du harcèlement de membres de votre famille pendant les heures de travail. Mon sang se glaça. Quoi? De qui? Les plaintes étaient anonymes, mais elles comprenaient des détails spécifiques sur des appels téléphoniques passés depuis votre ligne professionnelle et des affirmations selon lesquelles vous avez utilisé le temps de travail pour poursuivre des affaires juridiques personnelles. Ce n'est pas vrai, dis-je, ma voix stable malgré la panique qui me serrait la gorge. J'ai passé peut-être 3 appels personnels depuis mon téléphone professionnel au cours des 6 derniers mois, tous pendant ma pause déjeuner. Et je n'ai jamais utilisé le temps de l'entreprise pour des problèmes personnels au-delà de la consultation de mes courriels. Gérald et Mélanie échangèrent un regard. Pouvez-vous le prouver? Demanda Gérald. Oui, vous pouvez vérifier mes relevés téléphoniques. Vous pouvez examiner les journaux de mon ordinateur. Je n'ai rien à cacher. Mélanie prit la parole. Suzy, nous ne vous accusons de rien. Nous ne faisons que suivre les plaintes comme l'exige la politique. Mais je dois vous demander, y a-t-il une sorte de situation familiale dont nous devrions être au courant? J'ai pris une décision en une fraction de seconde. Tout leur dire ou essayer de minimiser. J'ai choisi l'honnêteté. Je leur ai parlé de la maison de plage, de la violation de propriété, de la poursuite en justice et du harcèlement croissant. Je leur ai montré les enregistrements, les courriels, les messages textes. J'ai tout déballé. Quand j'ai eu fini, Mélanie avait l'air furieuse. Pas contre moi, contre la situation. C'est du harcèlement, dit-elle sèchement. Ils essaient de saboter votre carrière parce que vous avez fixé une limite. Gérald, cette plainte doit être documentée comme étant malveillante et fausse. Gérald hocha lentement la tête. Je ferai une note dans votre dossier indiquant que les allégations ont été examinées et jugées sans fondement. Et mademoiselle Suzy, si vous recevez d'autres actes de harcèlement au travail de la part de ces individus, documentez-le immédiatement et signalez-le aux ressources humaines. Cela pourrait constituer un motif d'action en justice de votre part. Après leur départ, je suis resté seul dans la salle de conférence, la tête entre les mains. Ils essayaient de me faire renvoyer. Ma propre famille essayait activement de détruire ma carrière. Comment en étions-nous arrivés là? La réponse est venue le jeudi soir sous la forme d'un message Facebook de quelqu'un que je ne connaissais pas. La photo de profil montrait une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants. Salut Suzy, je m'appelle Dorothy. Je suis l'ex-petite amie de Tyler d'il y a environ 5 ans. J'ai vu les publications sur ce qui se passe avec ta famille et j'ai senti que tu devais savoir quelque chose. Ton frère m'a fait exactement la même chose qu'il a essayé de te faire. Il a emménagé dans mon appartement sans demander, a prétendu que j'avais donné ma permission, et quand j'ai essayé de le faire partir, ta mère a menacé de me poursuivre pour avoir brisé le cœur de son fils. J'ai fini par le laisser rester 3 mois juste pour éviter les tracas juridiques. Il n'a jamais payé un centime de loyer et m'a volé des bijoux quand il est finalement parti. J'ai déposé une plainte à la police, mais il a prétendu que c'était des cadeaux, et je ne pouvais pas le prouver.
Je suis vraiment désolé que tu traverses ça, mais s'il te plaît, sache que tu n'es pas folle et que tu n'es pas seule. Tyler a un schéma et ta mère le permet. Reste forte. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, merci de me dire ça. Serais-tu d'accord pour qu'on se parle au téléphone? Elle a répondu immédiatement. Absolument. Voici mon numéro. Je l'ai appelé sur le champ. Dorothy a répondu à la deuxième sonnerie. Je suis tellement contente que tu aies pris contact, dit-elle. Je porte la culpabilité de ce qui s'est passé avec Tyler depuis des années. J'aurais dû lui tenir tête. J'aurais dû porter plainte. Mais j'avais peur et j'étais épuisé, et je voulais juste qu'il parte. Je comprends ce sentiment, dis-je doucement. Mais tu n'as pas reculé. C'est incroyable. C'est ce que j'aurais dû faire. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Dorothy m'a parlé du schéma de Tyler qui consiste à trouver des femmes avec des ressources, des emplois stables, des appartements, des économies, et à en profiter systématiquement. Il les charmait au début, jouait la victime, les impliquait émotionnellement, puis les demandes commençaient. Petit service, argent emprunté, un endroit où dormir pour quelques jours qui se transformait en semaines ou en mois. Et ta mère était toujours là en arrière-plan, continua Dorothy, soutenant ces histoires, me faisant me sentir coupable d'avoir des limites, me disant que si j'aimais vraiment Tyler, je l'aiderais à se remettre sur pied. A-t-elle déjà parlé de moi, demandai-je. Une fois. Elle a dit que tu avais beaucoup de succès mais que tu étais froide, que tu avais plein d'argent mais que tu refusais d'aider ta famille en difficulté. Elle t'a fait passer pour une méchante. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Dorothy, puis-je te demander quelque chose? Est-ce que Tyler a déjà été physiquement agressif avec toi? Il y eut une longue pause. Une fois, vers la fin. Je lui ai dit qu'il devait partir et il a fait un trou dans mon mur avec son poing. Puis il s'est immédiatement mis à pleurer et à s'excuser, disant qu'il ne savait pas ce qui lui avait pris, qu'il était juste tellement stressé par sa situation. Ta mère est venue et m'a convaincu de ne pas appeler la police. Elle a dit que ça ruinerait sa vie. Mon estomac se retourna. Je suis vraiment désolé que ça te soit arrivé. Je suis désolé que ça t'arrive maintenant. Mais Suzy, tu dois être prudente. Si Tyler sent qu'il perd le contrôle de la situation, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans l'obscurité de mon appartement, les mots de Dorothy résonnant dans mon esprit. Le schéma était clair maintenant. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison de plage. Il s'agissait de contrôle, de pouvoir, d'une dynamique familiale où Tyler était le soleil et où tout le monde était censé orbiter autour de lui, se sacrifiant pour le maintenir dans son confort. Et j'avais finalement cessé d'orbiter. Le vendredi matin, j'ai pris 3 décisions. Premièrement, j'ai engagé un détective privé pour documenter tout comportement de harcèlement ou de traque de la part de Tyler ou de maman. Si cela devait dégénérer, je voulais des preuves. Deuxièmement, j'ai demandé une ordonnance restrictive. Patricia m'a aidé à préparer les documents, et nous avons inclus la déclaration de Dorothy ainsi que ma propre documentation. Troisièmement, j'ai changé mes serrures, amélioré mon système de sécurité domestique et installé des caméras dans mon appartement. S'il savait où je travaillais, il savait où je vivais. Je me sentais paranoïaque en le faisant. J'avais l'impression de surréagir. Mais ensuite, je me suis souvenu du trou dans le mur de Dorothy, des bijoux volés, des mensonges qui s'intensifiaient. Mieux vaut être paranoïaque que non préparé. Cet après-midi-là, Janet frappa à la porte de mon bureau avec une expression étrange sur son visage. Il y a un homme ici qui te demande. Il dit que c'est ton frère, mais Suzy, quelque chose chez lui semble bizarre. J'ai demandé à la sécurité d'attendre avec lui dans le hall. Mon cœur se mit à battre la chamade. Tyler est ici? Si c'est ton frère, oui. Tu veux que j'appelle la police? J'y ai pensé. Il n'avait techniquement rien fait encore. Se présenter sur le lieu de travail de quelqu'un n'était pas illégal, mais combiné avec tout le reste, cela ressemblait à une menace. Non, mais reste prêt et si quelque chose arrive, appelle-les immédiatement. Je me suis dirigé vers le hall, mon téléphone enregistrant dans ma poche. Tyler se tenait près de l'entrée, l'air agité. Un agent de sécurité, Tom, se tenait à quelques mètres de là, observant attentivement. « Tyler, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il se retourna brusquement. Son visage était hagard,
comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il faut qu'on parle. Non. Tu dois partir. Suzy, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. Je dois t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as essayé d'emménager dans ma maison sans permission. Quand j'ai dit non, tu as essayé de détruire ma vie. Maintenant tu te présentes sur mon lieu de travail. C'est du harcèlement. Je suis ton frère. Je ne devrais pas avoir besoin de permission pour demander de l'aide. Tu n'as pas demandé. Tu as exigé. Il y a une différence. Les gens commençaient à nous dévisager. Tom se rapprocha, la main près de sa radio. La voix de Tyler baissa, devenant presque un murmure. Tu vas regretter ça. Tu te crois si intelligente, à porter plainte, à faire intervenir des avocats. Mais maman a raison à ton sujet. Tu as toujours été égoïste. Tu as toujours cru que tu valais mieux que moi juste parce que tu avais de meilleures notes, un meilleur travail. Eh bien, devine quoi? Rien de tout ça n'a d'importance parce que tu n'es toujours rien sans ta famille. Alors je suppose que je ne suis rien, dis-je calmement. Maintenant, par où je demanderai à la sécurité de te faire sortir. Son visage se tordit de rage. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait vraiment me frapper. Tom a dû le penser aussi, car il s'est interposé directement entre nous. Monsieur, vous devez quitter le bâtiment maintenant, dit Tom fermement. Tyler regarda entre moi et Tom. Puis soudain, son expression changea. La colère se fondit en quelque chose qui ressemblait presque à des larmes. Je suis désolé, dit-il, la voix brisée. Je suis désolé, Suzy. Je ne pensais rien de tout ça. Je suis juste tellement stressé et maman n'arrête pas de me harceler et tout s'effondre. Est-ce qu'on peut s'il te plaît juste parler en famille? C'était magistral. Le changement soudain de la menace à la vulnérabilité, les larmes, l'appel à la compréhension. Si je n'avais pas passé la dernière semaine à documenter son schéma de manipulation, j'aurais pu y croire. Non, dis-je. On ne peut pas. Tu dois partir. Il me fixa pendant un long moment, et je vis le masque tomber juste une seconde. Les larmes disparurent. Ses yeux devinrent froids et durs. Puis il se retourna et sortit. Tom attendit que le camion de Tyler sorte du parking avant de parler. Mademoiselle Suzy, je rédige un rapport d'incident. Cet homme ne devrait plus être autorisé à revenir sur la propriété. Merci, Tom. De retour dans mon bureau, j'ai transféré l'enregistrement à Patricia et au détective Reeves. Puis j'ai ajouté une note à ma demande d'ordonnance restrictive, le sujet s'est présenté sur mon lieu de travail et a proféré des menaces implicites. Mon téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Tu n'as pas gagné. Ce n'est pas fini. J'en ai fait une capture d'écran et l'ai ajoutée au dossier de preuve parce que Dorothy avait raison. C'était loin d'être terminé. Mais j'étais prête maintenant. J'avais de la documentation. J'avais des témoins. J'avais une trace écrite qui montrait exactement qui était l'agresseur. Et plus important encore, j'avais enfin arrêté de me soucier de savoir s'il m'aimait, parce que quoi qu'il ressente, ce n'était pas de l'amour. Ça ne l'avait jamais été. L'audience pour l'ordonnance restrictive était prévue pour le mercredi suivant. Patricia me prépara minutieusement, m'expliquant à quoi m'attendre, quelles questions pourraient être posées, comment rester calme sous la pression. Le juge voudra voir des preuves claires de harcèlement et une menace crédible, expliqua-t-elle autour d'un café le mardi soir. Vous avez les deux. Les enregistrements à eux seuls sont accablants. Mais préparez-vous à ce que votre mère et votre frère se présentent comme des victimes. Je sais qu'ils le feront. C'est ce qu'ils font. Bien. Rappelez-vous de cela. Ne les laissez pas vous déstabiliser. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de rejouer des scénarios dans ma tête, imaginant toutes les façons dont ça pourrait mal tourner. Et si le juge ne me croyait pas? Et si l'avocat de maman était meilleur? Et si je me figeais à la barre et ne pouvais pas articuler ce qui s'était passé? Le mercredi matin arriva, gris et froid. Je m'habillai d'un tailleur bleu marine conservateur, attachai mes cheveux en un chignon soigné et conduisis jusqu'au palais de justice, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures blanchirent. Patricia me rejoignit à l'extérieur. Vous avez l'air professionnel et impeccable. C'est bien. Rappelez-vous, nous n'essayons pas de gagner un concours de popularité. Nous présentons des faits.
Dans la salle d'audience, j'aperçus maman et Tyler assis avec leur avocat de l'autre côté. Maman portait une robe à fleurs et avait clairement pleuré. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Tyler était assis à côté d'elle dans un costume mal ajusté, la mâchoire serrée. Quand il me vit, son expression s'assombrit. L'huissier appela la salle à l'ordre. La juge Morrison entra, une femme d'apparence sévère dans la soixantaine, avec des yeux perçants qui ne semblaient rien manquer. Affaire numéro 2347. Suzy demandant des ordonnances restrictives contre Tyler et Barbara. La requérante veut-elle bien s'approcher? Je me levai, les jambes tremblantes. Patricia me serra brièvement l'épaule avant que je ne me dirige vers la barre des témoins. La juge Morrison m'étudia par-dessus ses lunettes de lecture. Mademoiselle Suzy, veuillez indiquer votre relation avec les intimés. Barbara est ma mère. Tyler est mon frère. Et vous demandez des ordonnances restrictives contre deux. Dites-moi pourquoi. Je pris une profonde inspiration et commençai. Je parcourus la chronologie en commençant par l'appel téléphonique de Tyler annonçant qu'il emménageait dans ma maison de plage. L'expression du juge resta neutre, mais elle prit des notes pendant que je parlais. Quand j'arrivai à la partie où ils se sont présentés malgré mon refus explicite, elle m'interrompit. Avez-vous une documentation de ce refus? Oui, votre honneur. Des relevés téléphoniques, des messages textes et des enregistrements de caméras de sécurité. Patricia remit un classeur que nous avions préparé. La juge Morrison le feuilleta, ses yeux parcourant les pages. Quand elle atteignit les clichés de la caméra de sécurité, des images claires de Tyler, de maman et de leurs amis déchargeant des cartons pendant que l'alarme hurlait, elle s'arrêta. Ces individus savaient qu'ils n'avaient pas la permission d'être sur la propriété? Oui, votre honneur. Je leur ai dit à plusieurs reprises de ne pas venir. Ils sont venus quand même. Continuez. Je détaillai le harcèlement qui suivit, les messages menaçants, les fausses plaintes à mon employeur, Tyler se présentant sur mon lieu de travail, les demandes de poursuite en justice croissantes. Pour chaque révélation, je fournis de la documentation, des captures d'écran, des enregistrements, des déclarations de témoins. Quand je mentionnai Dorothy et son expérience similaire avec Tyler, l'avocat de maman s'objecta. Votre honneur, il s'agit de oui-dire concernant des incidents sans rapport qui n'ont aucune incidence sur l'affaire actuelle. La juge Morrison parut peu impressionnée. Je l'autorise. Le schéma de comportement est pertinent pour déterminer la crédibilité et le niveau de menace. Continuez, mademoiselle Suzy. Je terminai en décrivant l'apparition de Tyler à mon bureau. Les menaces voilées, la façon dont son comportement était passé de la rage à de fausses larmes et vice-versa. Je fis jouer l'enregistrement. La salle d'audience était silencieuse tandis que la voix de Tyler résonnait dans les haut-parleurs. Tu vas regretter ça, tu n'es toujours rien sans ta famille. Quand ce fut terminé, la juge Morrison posa son stylo. Merci, mademoiselle Suzy. Veuillez rester disponible. J'aimerais maintenant entendre les intimés. L'avocat de maman l'appela d'abord à la barre. Elle s'avança lentement, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Madame Barbara, pouvez-vous donner à la cour votre version de ces événements? La voix de maman était douce, tremblante. Votre honneur, je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer d'aider mon fils. Tyler avait besoin d'un endroit où loger. Et Suzy avait cette belle maison vide. Je pensais bien faire, aider la famille. Votre fille vous a-t-elle donné la permission d'accorder l'accès à sa propriété? Eh bien, pas en autant de mots, mais je pensais que c'était sous-entendu. La famille s'entraide. Je l'ai élevée à le croire. Vous a-t-elle déjà dit explicitement de ne laisser personne y séjourner? Maman hésita. Elle était contrariée quand Tyler l'a mentionné pour la première fois, mais je pensais qu'elle changerait d'avis. Elle le fait toujours quand elle se calme. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Vous a-t-elle dit non? Une autre pause. Elle a dit qu'elle voulait y réfléchir. Patricia se leva. Votre honneur, nous avons des enregistrements qui contredisent directement ce témoignage. La requérante a déclaré clairement à plusieurs reprises que la permission était refusée. La juge Morrison hocha la tête. J'ai examiné ces enregistrements. Madame Barbara, je vais vous le demander directement. Votre fille a-t-elle prononcé les mots « non » ou « vous ne pouvez pas emménager » ou quelque chose de similaire? Le visage de maman rougit.
Elle a peut-être dit quelque chose comme ça, mais elle ne le pensait pas. Elle était juste dramatique. Donc, elle a refusé la permission, et vous avez choisi d'ignorer ce refus? J'essayais de maintenir la paix dans notre famille. Tyler avait besoin d'aide, et Suzy n'était pas raisonnable. Que sa réponse soit raisonnable ou non n'est pas à vous de déterminer, Madame Barbara. La propriété lui appartient légalement. Vous n'aviez aucune autorité pour accorder l'accès. La juge Morrison prit une note. Passons à la poursuite que vous avez intentée contre votre fille. Pouvez-vous expliquer le fondement de cette réclamation? Elle nous a humiliés. Elle a appelé la police sur sa propre famille comme si nous étions des criminels. Elle a nui à ma réputation dans la communauté. Les gens parlent, me jugent. Parce que vous avez tenté d'accéder à une propriété sans permission et avez été verbalisé pour violation de propriété. Ce n'était pas comme ça. C'est exactement ce que dit le rapport de police. Le ton de la juge Morrison était maintenant vif. Madame Barbara, les conséquences que vous subissez sont le résultat direct de vos propres actions. Ce n'est pas de la diffamation. Maman se mit à pleurer plus fort. Son avocat semblait mal à l'aise. Votre honneur, ma cliente est clairement bouleversée par cette situation. La relation familiale a été endommagée par ses propres choix, interrompit la juge Morrison. Témoin suivant. Tyler monta à la barre l'air maussade. Son avocat tenta de le présenter comme un jeune homme en difficulté essayant juste de se remettre sur pied, injustement persécuté par sa sœur qui a réussi. La juge Morrison n'y crut pas. Monsieur Tyler, vous vous êtes présenté sur le lieu de travail de votre sœur après qu'elle ait clairement indiqué qu'elle ne voulait aucun contact. C'est exact? Je voulais juste lui parler. À propos de quoi? De réparer votre relation en lui disant qu'elle n'est rien sans sa famille. En faisant des déclarations qui pourraient raisonnablement être interprétées comme des menaces. J'étais contrarié. Je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensiez-vous? Tyler chercha une réponse. Je voulais juste dire que la famille est importante. Elle ne devrait pas la jeter. Elle n'a rien jeté, monsieur Tyler. Elle a fixé une limite. Et vous et votre mère l'avez violée à plusieurs reprises. Puis, lorsqu'elle a fait respecter cette limite, vous avez riposté par le harcèlement et l'intimidation. La juge Morrison remua ses papiers. J'en ai assez vu. Mon cœur battait la chamade alors que tout le monde retournait à sa place. La juge Morrison prit un moment pour relire ses notes avant de parler. J'accorde les ordonnances restrictives, dit-elle sèchement. Il est interdit à Tyler et Barbara de contacter Suzy directement ou indirectement, de s'approcher à moins de 500 pieds de sa résidence ou de son lieu de travail, ou de publier des messages sur les réseaux sociaux qui la mentionnent. Ces ordonnances resteront en vigueur pendant 2 ans, après quoi elles pourront être réexaminées en vue d'une prolongation. Maman eut un hoquet. Le visage de Tyler devint rouge. De plus, continua la juge Morrison, je rejette la poursuite en diffamation intentée par Barbara comme étant futile et sans fondement. Mademoiselle Suzy, vous pouvez demander le remboursement de vos frais juridiques si vous le souhaitez. Nous le ferons, votre honneur, dit Patricia. Une dernière chose. La juge Morrison regarda directement Tyler. L'enregistrement diffusé aujourd'hui contient ce qui pourrait être interprété comme un langage menaçant. Je réfère cette affaire au bureau du procureur de district pour examen d'éventuelles charges. Comprenez-vous? L'avocat de Tyler se leva rapidement. Votre honneur, les déclarations de mon client ont été faites dans un état de détresse émotionnelle. C'est au procureur de le déterminer. Cette audience est terminée. Le marteau tomba. En sortant de la salle d'audience, mes jambes semblaient être en gélatine. Patricia parlait, disant quelque chose sur le fait que c'était une victoire complète, mais je n'arrivais pas tout à fait à le réaliser. 2 ans. 2 ans de distance imposée par le tribunal avec ma famille. 2 ans de paix. Cela semblait surréaliste. Derrière moi, j'entendais la voix de maman s'élever. C'est injuste. C'est ma fille. Vous ne pouvez pas faire ça. Son avocat essayait de la calmer. Tyler était silencieux, mais je sentais ses yeux me transpercer le dos. Je ne me suis pas retourné. À l'extérieur du palais de justice, Patricia me prit à part. Ça s'est mieux passé que je n'aurais pu l'espérer. La juge Morrison a vu clair dans leur manipulation. Et le fait qu'elle réfère les menaces de Tyler au procureur, c'est significatif.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il pourrait faire face à des accusations criminelles pour harcèlement ou intimidation. C'est au procureur de décider maintenant, mais avec les preuves que nous avons, je dirais qu'il y a de fortes chances. Je hochai la tête, hébété. Une partie de moi se sentait justifiée, validée, mais une autre partie se sentait vide. C'était ma mère, mon frère, et je venais d'obtenir une ordonnance du tribunal pour les tenir éloignés de moi. Suzy, Patricia me toucha le bras. Ça va? Je ne sais pas. Je crois. C'est juste beaucoup. Rentre chez toi. Prends le reste de la journée. Digère ça. Et Suzy, tu as fait ce qu'il fallait. Ne laisse personne te dire le contraire. Je suis rentré chez moi dans un état second, le palais de justice devenant de plus en plus petit dans mon rétroviseur. Mon téléphone vibrait constamment. Des textos de Maya me félicitant. Un message vocal de Janet prenant de mes nouvelles. Plusieurs numéros bloqués que je supposais être des membres de la famille. J'ai tout ignoré. À la maison, je me suis versé un verre de vin, même s'il n'était que 14 heures. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai fixé le mur, essayant de comprendre ce que je ressentais. Du soulagement. Certainement du soulagement. Le nœud d'anxiété qui vivait dans ma poitrine depuis des semaines se desserrait enfin. Mais aussi du deuil. Je faisais le deuil de la famille que j'avais voulu, celle que j'avais passé toute ma vie à espérer qu'elle me verrait un jour comme ayant de la valeur. Cette famille n'existait pas. Peut-être qu'elle n'avait jamais existé. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. 1 minute plus tard, la notification est apparue. J'ai failli la supprimer sans l'écouter. Mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur play. Suzy, c'est Jenna. Je sais que je suis probablement la dernière personne dont tu veux entendre parler, mais je devais te dire quelque chose. Tyler et moi avons rompu. Pour de bon cette fois. Après tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à le voir différemment. La façon dont il parlait de toi, les choses qu'il disait, ça m'a fait peur. J'ai réalisé que si je restais, je finirais par être à ta place. Alors, je suis parti. Je voulais que tu saches que tu avais raison de lui tenir tête. Et je suis désolé de ne pas t'avoir cru plus tôt. Prends soin de toi. J'ai sauvegardé le message vocal, l'ai ajouté à mon dossier de preuves, car même si l'ordonnance restrictive avait été accordée, je savais qu'il ne fallait pas penser que c'était vraiment terminé. Les jours suivants furent calmes. Suspectement calmes. Pas de textos de numéros bloqués, pas de visiteurs surprises, pas de plaintes anonymes à mon employeur. C'était comme si l'ordonnance restrictive avait réellement fonctionné. Le samedi, je me suis rendu à Wilmington pour voir la maison de plage. Je n'y étais pas retourné depuis avant tout l'incident, et j'avais besoin de la voir. J'avais besoin de la réclamer comme mon espace. La maison était exactement comme je l'avais laissée. Paisible, magnifique. L'océan s'étendait au-delà de la terrasse, les vagues déferlant, régulières et éternelles. J'ai parcouru chaque pièce, touchant les meubles, ouvrant les fenêtres pour laisser entrer l'air salin. C'était à moi. Je l'avais mérité. Et personne n'avait le droit de me le prendre. J'y ai passé la nuit, dormant profondément pour la première fois depuis des semaines. Le dimanche matin, je me suis assise sur la terrasse avec un café et j'ai regardé le lever du soleil, sentant quelque chose changer en moi. Je ne survivais plus seulement. Je reprenais ma vie en main. Le lundi apporta des nouvelles de Patricia. Le bureau du procureur avait examiné l'affaire et décidé de poursuivre Tyler pour harcèlement criminel. Il serait traduit en justice le mois prochain. Ils enquêtent également sur la fausse déclaration qu'il a déposée à votre sujet concernant des menaces, ajouta Patricia. Déposer de fausses déclarations à la police est un crime en Caroline du Nord. Il pourrait encourir une peine de prison. Combien de temps? Ça dépend des accusations et de son casier. Probablement pas beaucoup pour une première infraction, mais ce sera sur son casier. Et s'il viole l'ordonnance restrictive, les peines deviennent beaucoup plus sévères. Le même après-midi, j'ai reçu un courriel de l'avocat de maman. Ils abandonnaient complètement la poursuite en diffamation et proposaient de payer mes frais juridiques à ce jour, soit environ 12 000 $. Ils essaient d'éviter la contre-poursuite, expliqua Patricia quand je l'ai appelé. Si nous insistons, ils pourraient finir par devoir beaucoup plus. C'est une décision intelligente de leur part.
Devrais-je accepter? C'est à vous de décider. Nous pourrions demander plus, mais cela signifierait plus de comparution au tribunal, plus de temps investi. Personnellement, je prendrai l'argent et je tournerai la page. Vous avez déjà gagné tout ce qui compte. J'y ai réfléchi pendant peut-être 10 secondes. Accepté. 2 semaines plus tard, un chèque est arrivé. 12 000 $. Pas assez pour couvrir le coût émotionnel de ce qu'ils m'avaient fait subir, mais c'était quelque chose. Une reconnaissance tangible qu'ils avaient eu tort. Je l'ai déposé et n'en ai parlé à personne dans la famille. Qu'ils se posent des questions. Le travail redevint mon refuge. La campagne de lancement du produit fut un énorme succès, rapportant 3 nouveaux clients majeurs pour Velmark Automation. Mon patron me prit à part pour me féliciter. Je sais que vous avez dû faire face à beaucoup de problèmes personnels, dit-il, mais votre travail n'en a pas du tout souffert. Au contraire, vous avez été encore plus concentré. Je vous propose pour une promotion au poste de directrice principale. Vous l'avez mérité. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de 30 000 $. J'ai célébré avec Janet et quelques autres collègues dans un bon restaurant de steak, me permettant de profiter du moment sans culpabilité. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas que le couperet tombe. 3 mois après l'octroi de l'ordonnance restrictive, j'ai reçu un appel du détective Reeves. Mademoiselle Suzy, je voulais vous tenir au courant de l'affaire de Tyler. Il a plaidé coupable de harcèlement criminel et de dépôt de fausses déclarations à la police. Il a été condamné à 6 mois de probation, une amende de 1 000 $ et des séances obligatoires de gestion de la colère. C'est tout? Pour une première infraction, c'est assez standard. Mais voici la partie importante. Toute violation de sa probation ou de l'ordonnance restrictive entraînera une incarcération immédiate. La juge a été très claire sur le fait qu'elle le surveille. Et ma mère? Elle n'a pas été accusée au criminel car elle n'était pas l'agresseur principal, mais l'ordonnance restrictive est maintenue et toute violation de sa part sera poursuivie. Après avoir raccroché, je suis resté assise avec l'information. 6 mois de probation semblaient légers pour tout ce qu'il avait fait. Mais c'était quelque chose. Et plus important encore, il avait maintenant un casier judiciaire. S'il essayait de reproduire ce schéma avec quelqu'un d'autre, on pourrait le trouver. J'ai pensé à Dorothy et je me suis demandé si je devais la contacter pour lui annoncer la nouvelle. Au lieu de cela, j'ai tout rédigé dans un message détaillé sur un forum de survivants pour les personnes confrontées à la violence familiale. J'ai changé les noms et quelques détails d'identification, mais j'ai raconté toute l'histoire, la maison de plage, le harcèlement, la bataille juridique, le résultat. Les réponses affluèrent. Merci d'avoir partagé ça. Je fais face à quelque chose de similaire avec ma sœur et j'avais besoin d'entendre qu'il est possible de tenir tête à sa famille. Vous êtes si courageuse. Ça me donne de l'espoir. J'aurais aimé faire ce que vous avez fait. Au lieu de ça, j'ai cédé. Et maintenant, je suis toujours manipulé 5 ans plus tard. En lisant ces messages, j'ai réalisé que mon histoire comptait. Non pas parce qu'elle était unique. Malheureusement, elle ne l'était pas. Mais parce qu'elle montrait qu'on pouvait survivre en fixant des limites avec une famille toxique. Qu'on pouvait s'en sortir indemne. À peu près à la même époque, j'ai commencé à voir un thérapeute. Le docteur Karen était spécialisé dans les traumatismes familiaux et les abus narcissiques. Elle m'a aidé à comprendre la dynamique qui avait façonné toute ma vie, m'a aidé à voir comment j'avais été conditionné à prioriser les besoins de tout le monde sauf les miens. On vous a appris à assimiler les limites à la cruauté, expliqua-t-elle lors d'une séance. Ce n'est pas un accident. C'est un mécanisme de contrôle. Tant que vous vous sentiez coupable d'avoir des besoins, il pouvait continuer à prendre de vous. Alors, comment puis-je arrêter de me sentir coupable? Vous pratiquez. Chaque fois que cette culpabilité surgit, vous l'examinez. Demandez-vous, est-ce une vraie culpabilité parce que j'ai fait quelque chose de mal ou est-ce une culpabilité conditionnée parce que je ne joue pas le rôle qu'ils m'ont assigné? Ça a aidé. Lentement, progressivement, la culpabilité a commencé à desserrer son emprise. 6 mois après l'octroi de l'ordonnance restrictive, j'ai reçu un message de Maya. Elle allait se marier et me voulait au mariage. Petite cérémonie, juste les amis proches et la famille qui comptent vraiment, ce qui signifie que tu es invité et Tyler non. Maman pète les plombs à ce sujet, mais je m'en fiche. C'est mon jour, et je te veux là. Je suis allé au mariage.
C'était magnifique et intime, organisé dans un jardin avec une trentaine de personnes. J'ai rencontré la fiancée de Maya, une femme chaleureuse et drôle nommée Jules, qui l'adorait manifestement. J'ai aussi rencontré d'autres cousins qui s'étaient éloignés des parties toxiques de la famille au fil des ans. Nous sommes plus nombreux que tu ne le penses, m'a dit un cousin autour d'une coupe de champagne. Des gens qui en ont eu marre des drames et qui sont partis tranquillement. Mais tu es la première à avoir riposté légalement. Il a fallu du cran. À la réception, Maya me prit à part. Merci d'être venu. Ça représente tout pour moi. Merci de m'avoir invité. Tu sais, maman a essayé de me faire te désinviter. Elle a dit que ça gâcherait sa journée d'être à un événement auquel tu assistais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'elle n'était pas invitée non plus. Maya sourit. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Cette journée a été parfaite. En regardant la célébration, les gens qui se souciaient vraiment les uns des autres sans condition, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir. Pour ce que la famille pourrait être quand elle est saine. 1 an après l'affrontement au tribunal, j'ai reçu une lettre. Pas de maman ni de Tyler. Ils étaient toujours sous le coup de l'ordonnance restrictive. Celle-ci venait de ma tante Caroline, celle qui m'avait traité de cruel. La lettre était manuscrite, sur plusieurs pages. Elle s'excusait. Elle expliquait qu'elle avait toujours su que le comportement de maman et Tyler était problématique, mais qu'elle avait eu peur de s'exprimer, peur de devenir leur prochaine cible. Voir ce qu'il m'avait fait et me voir y survivre lui avait donné le courage de fixer ses propres limites. Elle avait récemment coupé les ponts avec eux après qu'ils aient essayé de la manipuler pour qu'elle prenne parti contre moi. Tu avais raison, écrivit-elle, sur toute la ligne. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je suis désolé d'avoir essayé de te faire sentir coupable de te protéger. Tu méritais mieux de nous tous. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Pas de tristesse, mais de validation, de la reconnaissance que je n'étais pas folle, que ma perception de la réalité avait été exacte depuis le début. J'ai répondu. Nous avons commencé à parler occasionnellement, reconstruisant lentement, prudemment, avec des limites claires des deux côtés. 18 mois après l'ordonnance restrictive, j'ai vendu la maison de plage. Non pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais. Elle avait rempli sa fonction, prouvant que je pouvais accomplir quelque chose de significatif par moi-même. Mais la garder, c'était comme s'accrocher à un symbole plutôt que de profiter d'un bien. J'ai utilisé le profit pour acheter un petit chalet dans les montagnes près de Nashville. Un endroit calme, un endroit où je pouvais respirer, un endroit qui n'avait jamais été contaminé par les drames familiaux. Le chalet est devenu mon sanctuaire. J'y passais les week-ends, à faire de la randonnée, à lire et à apprendre à être à l'aise avec le silence. J'ai recommencé à peindre, ce que je n'avais pas fait depuis le lycée. J'ai adopté un chien de refuge, un adorable croisé nommé Cooper, qui me suivait partout. Je me suis construit une vie qui était mienne et à moi seul. Patricia prenait de mes nouvelles de temps en temps, toujours professionnelle, mais avec une pointe d'amitié. Comment allez-vous? Vous êtes en sécurité? Je vais très bien, en fait. Bien. Vous le méritez. Vous vous êtes battu pour votre paix. L'ordonnance restrictive devait expirer après 2 ans, mais maman et Tyler ont tous deux demandé sa levée anticipée. La juge Morrison a rejeté leur demande les 2 fois, notant qu'ils n'avaient montré aucun remords sincère ni aucune compréhension de leur comportement. Les intimés continuent de se présenter comme des victimes, écrivit-elle dans son refus. Tant qu'ils ne feront pas preuve d'une véritable prise de responsabilité, l'ordonnance de protection restera pleinement en vigueur. Je n'ai pas assisté à ces audiences. Je n'en avais pas besoin. Patricia s'est occupée de tout et les décisions parlaient d'elle-même. Tyler a eu du mal après sa condamnation. Son casier judiciaire lui a rendu plus difficile la recherche d'emploi décent. Il a enchaîné les postes mal payés, aucun ne durant plus de quelques mois. Selon Maya, qui avait encore quelques contacts avec des membres de la famille élargie, il me reprochait d'avoir ruiné sa vie. Il n'a jamais reconnu que ses propres choix avaient des conséquences. Maman s'en est un peu mieux sortie professionnellement mais a souffert socialement. La rumeur s'était répandue dans leur communauté sur ce qui s'était passé et beaucoup de gens ont pris leur distance avec elle. Son groupe à l'église est devenu plus petit. Ses amis ont cessé d'appeler. Elle est devenue de plus en plus isolée, incapable de comprendre pourquoi sa version des faits,
selon laquelle elle essayait juste d'aider son fils en difficulté, ne trouvait pas d'écho chez les autres. Tante Caroline m'a dit que maman avait essayé de se réconcilier avec elle, mais la conversation avait dégénéré, maman insistant sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal et que j'étais toujours le problème. Caroline était partie et ne lui avait plus parlé depuis. Tyler et maman sont restés enfermés dans leur récit de victimes, convaincus que le monde était injuste et qu'ils avaient été persécutés pour avoir essayé d'aider leur famille. Aucun d'eux n'a jamais reconnu le vol, le harcèlement, la manipulation. Admettre ces choses les obligerait à affronter qui ils étaient vraiment, et ils n'étaient tout simplement pas capables de ce niveau de conscience de soi. Quant à moi, j'ai prospéré. La promotion a mené à une autre promotion. Je suis devenue directrice principale à 31 ans, l'une des plus jeunes de l'histoire de l'entreprise. J'ai encadré des employés juniors, partageant non seulement des conseils professionnels, mais aussi des conseils de vie sur les limites et l'estime de soi. Je suis sorti avec des gens de manière décontractée, prenant mon temps, refusant de me précipiter. J'ai voyagé dans des endroits que j'avais toujours voulu voir, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande. J'ai investi dans d'autres propriétés, bâtissant un patrimoine, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais simplement parce que je le pouvais. Plus important encore, j'ai appris à me faire confiance, à faire confiance au fait que mes besoins étaient valides, que mes limites étaient raisonnables, que me choisir n'était pas égoïste. C'était une question de survie. Parfois, tard le soir au chalet avec Cooper blotti à côté de moi, je repensais à ce jour au tribunal. Je pensais au marteau de la juge Morrison qui tombait, au regard sur le visage de maman quand l'ordonnance restrictive a été accordée. À la victoire creuse qui m'avait semblé si insatisfaisante sur le moment. Mais elle n'avait pas été creuse du tout. Elle avait été le début de ma vraie vie. La vie où je pouvais décider qui avait accès à moi. Où je pouvais protéger ce que j'avais construit, où je pouvais dire non sans culpabilité. Je pensais à la fille que j'avais été à 16 ans, donnant $3000 qu'elle avait économisés parce que sa mère le lui avait demandé. Je pensais à toutes les années passées à donner, à me sacrifier et à m'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Et j'étais reconnaissante à cette fille pour tout ce qu'elle avait enduré. Mais j'étais encore plus reconnaissante de ne plus être elle. Le chemin pour arriver ici m'avait coûté une famille. Mais ce que j'avais gagné était bien plus précieux. Moi-même. Ma paix. Mon pouvoir. Ma compréhension que l'amour sans respect n'est pas du tout de l'amour. C'est juste du contrôle qui porte un plus joli nom. J'ai gardé l'enregistrement de sécurité du jour où ils ont essayé d'emménager. Parfois, je le regardais, me rappelant que j'avais eu raison de rester ferme, que je n'avais aucune raison de me sentir coupable, que me protéger avait été la chose la plus importante que j'ai jamais faite. L'ordonnance restrictive finirait par expirer. Quand ce serait le cas, je savais qu'il y avait une chance qu'ils essaient à nouveau. Essayer de se réinsinuer dans ma vie avec des excuses, des histoires tristes ou de nouvelles tactiques de manipulation. Mais je savais aussi autre chose. Je ne les laisserai plus jamais entrer. J'avais trop bien appris cette leçon, je l'avais payé trop cher. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester brûlés. Et j'étais enfin, sincèrement, en paix avec ça.